Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de management en sciences de gestion et numérique du programme de terminale technologique sur les organisations et la société. Deuxième partie, la partie qui n'est pas au programme de l'épreuve écrite mais qui sera au programme plus ou moins du grand oral. Je vous rappelle que si au grand oral vous avez un sujet qui touche plus ou moins à l'un des éléments qu'on va voir dans cette partie, potentiellement on pourra vous poser des questions là-dessus au grand oral. Donc c'est quand même quelque chose qui doit être connu, c'est des notions qui doivent être maîtrisées quand même. Donc c'est parti pour cette dernière vidéo. Alors pour commencer, on va passer sur la première partie très rapidement, sur les pratiques abusives et les organisations civiques. On va voir ensuite une très grande partie sur comment les changements de mode de vie s'imposent aux organisations. Et enfin, de nouveau, une partie très très courte sur quelles ressources sont fournies par les territoires aux organisations. On commence donc par la première partie, les pratiques abusives et les organisations civiques. Donc déjà, les pratiques abusives, qu'est-ce que c'est? Certaines pratiques abusives ont conduit les organisations à intégrer des principes, des valeurs, des modes de fonctionnement face aux dérives constatées. On retrouve le schéma que j'avais dans la vidéo précédente sur ce que représente l'image éthique de l'organisation. Et ça colle à toutes les organisations. Toutes les organisations peuvent être amenées à devoir faire ça. Eh bien, il y a aussi d'autres possibilités. C'est la mise en place, par exemple, du mécénat. Donc, ça fait partie des éléments qui permettent d'intégrer les préoccupations civiques, le mécénat. Qu'est-ce que c'est que le mécénat? C'est partager des valeurs humanistes et participer à des œuvres conduites avec des partenaires de l'écosystème qui sont engagés dans des actions d'intérêt général. L'organisation va s'investir dans un projet pour affirmer sa position et ses valeurs dans des actions qui ont un sens commun, faire en sorte vraiment de partager les valeurs humanistes de l'organisation. Vous avez aussi la mise en place d'une démocratie participative. Ça, c'est beaucoup plus simple à expliquer, hein. C'est le but de partager l'exercice du pouvoir avec les employés et renforcer leur participation dans la prise de décision. Vraiment faire en sorte que l'entreprise soit une grande démocratie et pas juste une autocratie où il y a juste le dirigeant qui prend les décisions. Voilà ce que c'est que la démocratie participative. Deuxième partie, la grande partie du chapitre, comment les changements de mode de vie s'imposent-ils aux organisations? Alors, les organisations sont ancrées dans un contexte sociétal qui est en constante évolution. On a des modes de vie, des modes de consommation qui changent. Et donc, beaucoup aussi de transformations numériques vont offrir de nouvelles opportunités pour les organisations et pour les personnes. Tous ces changements vont modifier les relations entre citoyens et organisations. Là, on va parler justement du nouveau rapport au travail. Le rapport qu'un individu entretient avec son travail, il peut se définir comme la valeur qu'il va lui accorder, la place qu'il va accorder au travail. Et de nouveaux comportements maintenant et nouveaux modes d'organisation apparaissent depuis quelques années. Déjà, on trouve qu'il y a un rapport à la hiérarchie qui est beaucoup moins marqué. On a des personnes qui recherchent plutôt à avoir de l'autonomie, des responsabilités, ne pas avoir toujours un chef sur le dos en train de vérifier si le travail est bien fait. On a aussi le développement du télétravail, donc le travail à la maison ou dans un espace extérieur à l'organisation. Ça, on ne va pas revenir dessus, je pense que le Covid en a suffisamment expliqué. Un équilibre entre vie privée et vie professionnelle bien meilleur avec un épanouissement qui est recherché. C'est le plaisir et l'épanouissement qui sont recherchés. Donc faire en sorte de se rendre compte que on travaille pour pouvoir vivre, mais on ne vit pas pour travailler. L'idée est là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent que pour travailler alors que l'inverse devrait être le cas. On travaille pour pouvoir être rémunéré, pour pouvoir vivre ensuite correctement et se faire plaisir. Ça fait partie des nouveaux rapports au travail. Et enfin, une augmentation du travail indépendant avec tout ce qui touche aux micro-entreprises, vu qu'on a une explosion ces dernières années de création de micro-entreprises, donc c'est ce qu'on appelait encore il y a quelques années auto-entreprise. Et c'est aussi ces micro-entreprises dont on parle régulièrement quand on voit les thèmes de droit sur le contrat de travail, avec la distinction entre contrat d'entreprise et contrat de travail. Dans quel cas un contrat d'entreprise peut être qualifié en contrat de travail? C'est des indépendants dont on parle ici. Les indépendants avec qui on travaille et avec qui, bon, le lien de subordination, parfois, on dirait qu'il est présent. Et donc, s'il est présent, contrat de travail et non plus indépendance.
En plus du nouveau rapport au travail, on a aussi de nouveaux modes de consommation. La transformation numérique de la société va être porteuse de nouveaux modèles de comportement de consommation qui vont se développer. On a par exemple les plateformes d'intermédiation numérique. Alors vous vous souvenez dans les premiers chapitres de management, le deuxième chapitre, quand on avait vu tout ce qui touchait au modèle économique, on avait le modèle économique de la plateforme. On en revient ici. Donc ces plateformes ont pour objectif la mise en relation d'offreurs et de demandeurs en vue de la vente d'un bien, d'un service, d'un échange, d'un partage de contenu, etc. On a aussi ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est l'offre ou la vente de l'usage d'un bien ou d'un service et non plus du bien lui-même. En fait, tout simplement, c'est de la location. C'est la montée en puissance de tout ce qui est location pour permettre une moindre consommation des ressources naturelles pour les consommateurs. On a aussi la consommation à la demande. Elle va permettre de consommer un bien ou un service en tout lieu dès que le besoin apparaît. Dès que le besoin apparaît, on peut pouvoir le satisfaire directement. C'est la consommation à la demande. Et enfin, l'économie collaborative, qu'on appelle aussi l'économie du partage. Ici, c'est l'échange ou le partage de biens, de services, de connaissances, avec ou sans argent, entre les deux, et par l'intermédiaire aussi d'une plateforme numérique. Les exemples de Blablacar ou de Airbnb, c'est de l'économie collaborative. Alors on a aussi d'autres modes de consommation qui, eux, sont plus spécifiquement liés au développement durable. On a déjà la consommation responsable, donc c'est-à-dire la consommation respectueuse de l'environnement, bénéfique pour l'économie locale, donc c'est ce qu'on appelle le locavore, bénéfique pour la santé et aussi bénéfique pour la société. Il y a un autre mouvement qui apparaît, c'est ce qu'on appelle l'anticonsumérisme. C'est un mouvement qui est opposé à la consommation, plutôt à la surconsommation, et qui critique les effets de la société de consommation en règle générale. Donc, il y a plusieurs choses qui en sont créées, on va dire, de cet anticonsumérisme. On a déjà le concept de glanage, c'est les personnes qui vont récupérer toutes sortes de biens qu'on voulait jeter, donc des meubles, des vêtements, des aliments, et les garder pour pouvoir dénoncer la société de surconsommation. Dire, par exemple, vous voyez, ce meuble-là, il a été jeté alors que on peut encore très bien s'en servir, on peut le réutiliser, on peut un petit peu le retaper et en faire autre chose. Ces vêtements, c'est pareil, ils sont jetés mais sont encore utilisables. Si on le déchire, qu'on garde le tissu, on peut tout à fait coudre autre chose. Voilà, ça c'est du glanage. Et on a aussi des applications, par exemple, comme Too Good To Go pour ceux qui connaissent. C'est une application qui sert à rassembler une communauté qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc elle va permettre, cette application, aux citoyens de récupérer les invendus de leurs commerçants, à des prix bien sûr beaucoup plus bas. Parlons ensuite des enjeux de la vie connectée. Que ce soit au travail ou dans la consommation quotidienne, on va plus parler du travail, nous évidemment, le numérique va transformer la vie des individus qui vont être de plus en plus connectés. Les objets connectés, on va leur donner une définition, c'est les dispositifs capables de capter, traiter et communiquer des données. Seulement, cette hyperconnectivité qui a été créée, c'est-à-dire cet usage excessif des objets connectés, ça peut avoir des effets beaucoup plus graves que ce qu'on peut penser. Il y a des risques psychosociaux comme le burn-out ou l'isolement, et donc pour pallier à certains de ces risques, un droit à la déconnexion a été mis en place en août 2016 par la loi travail. Le principe du droit à la déconnexion, c'est que les salariés, en dehors de leurs heures de travail, en dehors de leur journée de travail, ont le droit de ne pas se connecter, ont le droit de ne pas lire leurs mails, de ne pas répondre au téléphone professionnel, parce qu'on peut très vite arriver, surtout quand on est en télétravail, dans une situation où on n'est plus capable de déterminer quand on travaille et quand on ne travaille pas, et on peut se retrouver à travailler H24, sauf quand on dort évidemment. Mais quand il y a eu par exemple le premier confinement et que tout le monde était en télétravail obligatoire, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à se lever le matin, aller un petit peu sur leur ordi pour commencer à travailler, et puis répondre vite fait à des mails, téléphoner, et au final ils se rendent compte que ils travaillent de 8 heures, ils font une petite pause à midi et encore ils mangent sur le pouce tout en restant devant l'ordi, et ils bossent jusqu'à 20h, 21h, 22h, voire plus, voire minuit, et au final ils ont bossé peut-être 20 heures dans la journée, alors que on est sur des journées de 8 heures par jour habituellement. Voilà donc pourquoi le droit à la déconnexion a été mis en place. Parlons maintenant de l'exploitation et de la sécurisation des données. On va parler ici de ce qu'on appelle la blockchain. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? C'est stocker et transmettre des informations sur Internet qui sont organisées par des chaînes de blocs. Alors, c'est des sites spécialisés qui gèrent les blockchains. Quand une information est modifiée, tous les ordinateurs qui possèdent une copie, il y a des personnes qui gèrent, on va dire, cette blockchain, qu'on appelle des mineurs,
Ils possèdent une copie de cette blockchain et vont devoir approuver et certifier la modification. Et c'est seulement lorsque tout le monde aura validé cette modification que l'information sera modifiée. Donc, un petit schéma explicatif. D'abord, vous avez un internaute qui fait une requête de transaction. Cette requête va être envoyée au réseau, donc tous les utilisateurs qui possèdent cette blockchain, qui la gèrent. Le réseau va valider la transaction et l'identité de l'internaute, et cette transaction va être ajoutée en tant que bloc au reste de la chaîne. Et ensuite, la transaction est réalisée. Ça permet déjà une sécurisation et une transparence des échanges. Pour que la transparence soit totale, il est possible à chaque instant de retracer l'historique de l'ensemble des modifications apportées à la base de données depuis sa création. Et c'est possible, la blockchain permet de pouvoir retracer de A à Z la moindre modification. Et cette blockchain permet aussi des échanges d'informations qui auront été validés, fiabilisés et même certifiés. Il y a un système cryptographique qui permet de stocker, transmettre des données numériques de façon totalement sécurisée. Et donc, les relations contractuelles, notamment, peuvent aussi être complètement sécurisées. Elle est souvent évoquée, par exemple, pour permettre l'authentification notariale du transfert de propriété d'une personne à une autre. On peut utiliser la blockchain pour ça. Dernière partie, donc là on a fait la plus importante, il nous reste juste la dernière partie. Quelles ressources sont fournies par les territoires aux organisations? Tout simplement, pour réussir leur finalité, pour atteindre leur finalité, les organisations vont rechercher la meilleure stratégie pour se développer. Ça, on ne va pas revenir dessus, c'est ce que vous voyez depuis la première. Eh bien, l'une de ces stratégies, en fait, c'est tout simple, c'est s'implanter sur les territoires qui offrent le plus de ressources nécessaires pour le développement. Donc, le choix d'un territoire, il peut dépendre des compétences présentes sur le territoire, qui peuvent être favorisées par la présence ou non d'organismes de formation, des avantages fiscaux propres au territoire, je sais pas, un territoire qui est moins cher, où il y a le foncier qui est moins cher, donc les terrains qui sont moins chers, les infrastructures de transport qui existent, les infrastructures numériques, le support industriel, est-ce qu'il y a un centre technique, est-ce qu'il y a des laboratoires de recherche, etc. Tout ça, c'est les critères de choix d'un territoire. Évidemment, les critères les plus importants, ça va dépendre de l'organisation. Si vous êtes une petite PME qui vend des fleurs, bon, bah, le laboratoire de recherche, vous n'allez pas spécialement en avoir besoin. Les compétences présentes, bon, bah, s'il peut y avoir peut-être une école dans le coin qui est spécialisée dans, par exemple, le BTS horticulture, là, ça peut vous intéresser. Voilà quelques exemples donc de critères de choix d'un territoire pour les organisations. Voilà, le thème 3 de management est terminé, le thème 3 de terminal technologique est terminé. Donc, je vous souhaite de bonnes révisions, une bonne journée et à la prochaine sur d'autres matières.